Bienvenue sur ce 10e épisode du podcast du Birama. Aujourd'hui c'est un épisode un peu particulier. On va vous présenter les différents clubs de notre lycée. Je vais tout de suite vous expliquer pourquoi. En attendant, on fête du coup le 10e épisode de ce podcast. Ça fait vraiment plaisir, on a plein de projets qui arrivent, donc restez connectés. Alors, pourquoi un épisode sur les clubs du lycée ? C'est qu'on a remarqué que l'accès à la vie associative du lycée était en général, non pas réservé, mais privilégié à certains groupes de personnes dans le lycée. Et voilà, on aimerait briser ça, rendre la chose la plus universelle possible en allant présenter ces clubs des classes de seconde aux classes de seconde jusqu'aux classes de terminale, des sections Abibac, OIB, Général. Bref, on veut vraiment démocratiser l'accès à la vie associative. Alors, pourquoi est-ce aussi important selon moi ? Pour la simple et bonne raison que sans vie associative, l'aspect démocratique du lycée, qu'incarne le lycée en tout cas, est vraiment réduit. Et je pense que la vie associative participe à faire vivre le lycée et permet l'engagement citoyen, permet l'investissement, et c'est en tout cas très enrichissant d'un point de vue culturel, personnel. On apprend plein de choses, on rencontre beaucoup de personnes. Je vous laisse avec les interviews qu'on a réalisées des membres de différents clubs du lycée. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous récupère après ça pour une petite conclusion. Je suis maintenant avec Zoé Buria qui a fondé le Café Philo, ce club de philosophie au sein du lycée. Bonjour Zoé, tu es donc directrice de ce club. Peux-tu nous raconter quand l'as-tu créé, dans quel objectif as-tu créé ce club ? Du coup, ce club, je l'ai créé au début de l'année et c'était dans le but de pouvoir partager un moment convivial entre amis où on se retrouve sans trop être sérieux, mais à la fois pouvoir discuter de sujets qui nous tiennent à cœur, de culture, à la fois aussi de médias qui nous plaisent, que ce soit des livres, des films, des séries. Et du coup, c'était dans ce but-là que j'ai créé ce club. Et dans les motivations de ton club, y a-t-il pas peut-être le besoin d'approcher autrement la philo que de manière scolaire, comme on le voit en classe de terminale ? La philo, pour nombre d'entre nous, c'est surtout une matière qu'on a découvert cette année. Et moi, je ne connaissais pas du tout quand j'ai fondé mon club, mais j'ai toujours été une grande lectrice et ça m'a toujours plu de discuter de livres et aussi de la vie. Et du coup, c'est plutôt par ça que j'entends philo plutôt que la philo scolaire. Mais à la fois, ça peut se relier puisque la philo scolaire, c'est aussi des problèmes existentiels, c'est des dilemmes. Mais la philo qu'on fait dans ce club, c'est des réflexions entre nous, mais sans se prendre la tête. C'est pour ça. Bon, et pour revenir sur ce concept de café philo, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste ? Comment vous vous retrouvez ? Est-ce que vous vous retrouvez autour d'un café, par exemple ? Oui, du coup, comme son nom l'indique, le café philo, c'est aussi un café. Mais principalement, on se retrouve et chacun parle des lectures qu'ils ont en ce moment. On propose des séries, des films, des livres dont on va parler la semaine d'après. Et pareil, si on a des dilemmes philosophiques, eh ben justement, on en discute et c'est très participatif. C'est un peu, des fois, on fait des exposés sur nos lectures et après on en discute si ça plaît aux autres, si ça plaît pas, pourquoi et surtout on partage un café et c'est très important. Et d'ailleurs, en parlant de vie associative au lycée, je trouve ça assez dommage que la plupart des personnes qui sont en général, ils sont pas au courant qu'en fait les clubs c'est pour tout le monde, que tout le monde peut y aller. Et du coup, on voit pas assez de diversité et c'est un point que nous tous, les OIB, les Abibac, on voudrait que on puisse tous participer et que tout le monde sache que c'est ouvert à tout le monde. Et parce que la vie associative au lycée, c'est vraiment important.
autant pour se faire des rencontres que pour s'intégrer, mais aussi pour rajouter à son Parcoursup, ou alors pour rencontrer des personnes différentes, pour apprendre des nouvelles choses. Je sais qu'il y en a qui font l'yearbook, qui apprennent un peu à faire des affiches, des choses comme ça, des affiches, des mises en page, de se servir de logiciels du style Canva, ou alors à la MDL, on apprend à gérer des budgets, chercher des endroits, etc. Et du coup, c'est vraiment super important de s'investir au lycée tant qu'on a le temps et tant qu'on peut. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, bien, merci Zoé pour cette interview. Moi, de mon côté, je suis d'accord avec toi. Je pense que la vie associative doit être investie par tous les élèves de ce lycée, qu'ils soient généraux, qu'ils soient en classe de seconde, comme en classe de première, comme en classe de terminale. Voilà, je pense que c'est ultra important d'un point de vue culturel notamment. C'est la fin de cette interview. Merci beaucoup. Et maintenant, je suis avec Zoé, qui est membre de la MDL du lycée. Zoé, première question. D'abord, présente un peu la MDL, en quoi ça consiste ? Oui, donc bonjour, moi c'est Zoé, donc je suis la vice-présidente de la MDL. Et la MDL, c'est une sorte d'association où on organise des projets tout au long de l'année, notamment Halloween ou bien la Saint-Valentin. On organise plein de concerts. Afin d'en faire bénéficier les élèves et qu'ils puissent s'amuser et se déstresser avec tous les examens, surtout en terminale et en première. Très bien, merci beaucoup. Maintenant, qu'avez-vous réalisé depuis le début de l'année pour que les lycéens s'amusent ? Alors, depuis le début de l'année, on a organisé plusieurs, notamment la journée Halloween, où on demande aux gens qui veulent de venir déguiser. Et puis on organise un concours, donc des meilleurs déguisements, donc les plus drôles, les plus effrayants, le meilleur duo. Et puis ensuite ils gagnent des prix. Et en même temps on organise un concert, donc le club musique. Et puis aussi d'autres élèves qui souhaitent montrer leur talent viennent chanter. Et c'est un moment qui permet de réunir tout le monde et de danser, de chanter. Et ça fait du bien à tout le monde. Ensuite... Là, on va organiser la journée Cozy Day, donc c'est une journée où tout le monde peut venir en pyjama. Voilà. Et puis ensuite, on a également organisé la semaine cinéma, donc on mettait un film chaque jour. Donc c'est des films classiques comme par exemple le Truman Show ou bien The Shining. Et les élèves donc pouvaient s'inscrire et pouvaient venir pendant leur heure de pause pour regarder un film et s'amuser et en discuter ensuite. Et maintenant, comment fonctionne l'organisation au sein de la MDL ? Est-ce que tu peux nous expliquer la structure ? Voilà comment on arrive d'une idée à un projet comme Halloween par exemple. Oui, alors souvent on s'organise, donc chaque année on recrute des personnes. Et puis donc il y a plusieurs teams, il y a un peu la team créative qui va s'occuper de faire la publicité, c'est-à-dire faire des affiches pour les coller dans le lycée. Et également, généralement tous les lundis on se retrouve pour discuter d'un nouveau projet que l'on va effectuer. On débat, on demande à des personnes qu'est-ce qu'ils ont comme idée. Et ensuite, on les organise, chacun a un rôle un peu précis. Donc, comme je l'ai évoqué, faire des affiches, aller voir l'administration pour savoir si le projet est OK. Et puis ensuite aussi, le jour J, on a des rôles très précis comme mettre en place les concerts, mettre en place des stands, etc. afin que tout se déroule le mieux possible. Bon, merci à toi pour tous ces renseignements. Et encore une fois, voilà, la vie associative du lycée ne demande qu'à être fréquentée, animée. D'ailleurs, Zoé, il me semble que la MDL est vraiment le socle de cette vie associative qui est si importante. Peux-tu nous dire en quelques mots pourquoi on doit accorder une telle importance à la vie associative du lycée ? Alors oui, effectivement, moi je trouve ça très important d'avoir des clubs comme celui-ci parce que ça permet de se divertir et d'apporter une autre dimension au lycée, c'est-à-dire pas seulement le cadre scolaire et éducatif avec des règles qu'on impose. Ça permet vraiment de penser à autre chose, de se réunir, de discuter et de découvrir plein d'activités. Ça peut également permettre à des élèves de se trouver des nouvelles passions, comme quand on organise les concerts, de chanter,
Ça permet aussi de sortir la créativité des élèves, puisque effectivement, à travers ces nombreux projets, quand les gens viennent déguisés, par exemple, c'est à eux de créer un peu leur costume. Et puis oui, moi je trouve ça super important d'apporter une autre dimension que le cadre hyper scolaire du lycée. Bon, en conclusion, le message est le même. Il faut s'investir dans des clubs au lycée, que vous soyez en seconde, en première, en terminale. Faut investir ces clubs comme la MDL qui participent au fonctionnement du lycée. Bon, alors place à l'interview. Je suis avec Juliette qui est à la tête du club Nos Liens d'Art du lycée Georges Duby. Juliette, présente-nous ton club. Quelle est sa visée? Que faites-vous au sein de ce club? Je te laisse la parole. Donc, comme son nom l'indique, Nos Liens d'Art est un club d'art. Donc j'aime bien penser que c'est un endroit où les artistes du lycée vont pouvoir s'exprimer librement. Après, il y a certaines contraintes parce qu'on essaye de faire des projets avec des thèmes ou avec... il faut réussir à faire quelque chose qui se tient un peu et pas juste... On peut évidemment s'exprimer librement, mais faire un projet qui correspond et auquel tout le monde peut participer, ça demande certaines contraintes. Mais je pense que la visée, c'est vraiment un lieu d'expression pour les artistes du lycée. D'accord, merci beaucoup. C'est donc un club qui donne place à l'expression des artistes du lycée. Et maintenant, qu'avez-vous fait depuis le début de l'année pour justement mettre en valeur l'expression des artistes de notre lycée ? Donc fin décembre, avant les vacances, on a fait une exposition sur un thème qui était celui de l'avenir et de l'illusion qu'on a mis ensemble parce que ce sont des thèmes qui se correspondent finalement si on recherche un peu. Et donc nous avons fait cette exposition en salle de conférence où on a pu installer les œuvres plastiques des plasticiens sur des grilles, et pour les œuvres un peu plus vivantes, il n'y en avait pas beaucoup, mais il y avait possibilité de faire de la musique sur le devant de la scène, et on invitait les classes à venir pendant toute la matinée. Donc avenir et illusion, qu'as-tu voulu dire premièrement avec ce titre? Quel était le message que tu as voulu envoyer? C'était une pensée par rapport à la difficulté, surtout nous, les élèves de terminale ou de lycée en général, où on nous projette tout le temps dans un avenir qui finalement est un peu flou. On ne sait pas vraiment vers quoi on va ou à quoi ce qu'on veut. Même quand on recherche des écoles, on ne sait pas vraiment ce que c'est. On a beaucoup d'idées, mais on n'est jamais dans la réalité, dans le vrai. Et c'est en ça que c'est un peu une illusion. On peut se faire des idées sur une école ou sur un métier ou sur une filière qui n'est pas celle qui correspond. Et puis même en général, au-delà des études, juste la vie adulte, la vie future, on a, je pense, tous des a priori, des illusions par rapport à cet avenir-là. Donc des illusions que tu as voulu découdre. Maintenant, les artistes ont-ils produit des œuvres visuelles comme de la peinture? Est-ce qu'il y a eu des supports plus plastiques, matériels, comme des sculptures, des structures? Dis-nous. Il y a eu effectivement beaucoup de dessins, des textes aussi, et on a eu une installation. C'était un mélange de découpage, de dessin, de sculpture, donc c'est assez complexe, mais une grosse installation. Et ce qui est beaucoup ressorti dans les différentes œuvres, c'est la peur liée à l'avenir et justement à cette incertitude. Et donc ce sens-là, il y a eu beaucoup d'œuvres un peu noires ou un peu qui exprimaient bien l'angoisse, quoi. Bon, forcément sombre, l'avenir. Maintenant, j'ai une question pour toi un peu plus générale qui porte plutôt sur la vie associative du lycée. Est-ce que, en tant que directrice de club du lycée, tu peux nous dire s'il y a toujours un tel engouement pour les clubs ou si les gens sont moins intéressés en ce moment, et sinon, pourquoi sont-ils moins intéressés? Qu'est-ce qu'il faut pour remédier à ça? Donc alors par rapport au manque de motivation, c'est pas spécialement cette année. En tout cas, l'année dernière, on avait un gros manque d'élèves moi j'étais en première et il y avait très peu de terminales et très peu de secondes. Bon, pour les terminales, il y en avait quand même
pas mal, et puis surtout comme c'est l'année difficile, c'est compréhensible. Pour les secondes, je sais pas ce qui s'est passé cette année-là, vraiment il y en a pas eu beaucoup, et ça se voit encore cette année parce que les premières de cette année on en a qu'une au club. Par contre les secondes sont un peu plus motivées, et je pense que ce qui s'est passé, il y a peut-être eu le Covid, qui a un peu, on a perdu l'habitude de faire beaucoup de pubs ou de mettre en avant des projets vraiment pas virtuels. Maintenant il y a eu beaucoup de projets qui se sont faits en virtuel, et je pense que les gens étaient moins motivés ou alors ont moins vu ce qui se faisait. Et aussi je pense que les clubs en général, il y a une grosse diversité, et donc c'est peut-être difficile de tout faire quand on a beaucoup d'intérêt, ou alors au contraire il manque peut-être peut-être que certains clubs ne plaisent plus parce qu'il y a moins on change de mentalité en fonction des années, etc. Et peut-être que les gens n'ont pas trouvé de club qui leur correspondait. D'accord. Bon, eh bien, merci Juliette pour ton interview. Ce fait un plaisir du coup d'apprendre que certains clubs du lycée portent sur l'art et l'expression des élèves. Je trouve ça personnellement super important. Merci à toi. Je suis aujourd'hui avec Jeanne et Etea du club Amnesty International du lycée. Bonjour à vous. Je vais vous poser quelques questions, donc comme je vous ai expliqué, pour en savoir plus sur votre club, vos intentions, quel message avez-vous à faire passer aux lycéens. Première question à l'une d'entre vous. Présentez votre club. Qu'est-ce que c'est Amnesty International ? Pourquoi est-ce qu'il y a une antenne de Amnesty International dans notre lycée ? Alors, Amnesty, c'est au tout départ une organisation non gouvernementale qui se bat pour, qui en fait est dans la lutte des droits de l'homme et des droits humains partout dans le monde. Et il existe du coup au sein de Amnesty International des antennes, ce qu'on appelle les antennes jeunes, qui permettent aux jeunes de 16 à 25 ans, je crois bien, de 16 à 25 ans, de s'engager d'une manière peut-être, disons, moins engagée, disons moins parti pris que un véritable engagement au sein de l'organisation non gouvernementale, parce que l'antenne jeune, c'est avant toute chose un relais d'information. Ce qui fait que il n'y a pas forcément d'avis qui seront donnés durant les actions de l'antenne jeune, et c'est surtout un relais d'information, comme je le disais, et où on va faire prendre conscience aux gens et apporter de la lumière sur certains événements, sur certaines causes dont on ne parle pas forcément assez, et qui sont défendues par Amnesty. Et voilà, et ça permet aux jeunes d'avoir un engagement et de s'intéresser dès le plus jeune âge. Même si 16 ans, c'est pas forcément très jeune, mais c'est là où on commence à vraiment pouvoir être actif au sein d'un lycée, au sein d'une fac. Et voilà, donc c'est pour ça que Amnesty, c'est une organisation très importante et qui a permis de faire éclore plusieurs relais, et qui sont d'ailleurs eux-mêmes dirigés par des membres d'Amnesty International. Pour les projets, surtout de cette année, on a surtout fait des différents posts Instagram. Donc c'est plutôt des articles, des mini-articles sur des événements qui se sont passés cette année ou auparavant. Aussi sur des personnes qui ont été, par exemple, emprisonnées à tort, etc. Ou sur la guerre en Ukraine. Il y en a pas mal sur ça. Sinon, on a fait... on affiche des posters, on fait des réunions chaque semaine où on discute de différents événements qui se sont déroulés, ou des événements particuliers où il y a eu des problèmes avec les droits humains, ou même des moments un peu flous où on ne sait pas trop si ça a un problème avec les droits humains ou si c'est autre chose. Des pétitions, on fait passer des pétitions, et on fait venir des intervenants dans le lycée pour discuter de problèmes. Donc on a eu le relais des antennes jeunes de notre région qui s'appelle Bruno Canivanc, qui est venu intervenir pour discuter un peu sur la peine de mort. Et on a eu un témoignage d'une dame qui s'appelle Antoinette Chahine, qui est venue témoigner son expérience en tant que prisonnière de guerre. Elle était prisonnière de guerre au Liban.
et elle est venue témoigner 2 fois du coup dans le lycée. Ça fait un moment que le club n'a pas été actif, du coup on a fait souvent beaucoup de posts au cours des 2 dernières années à cause du Covid, du coup qui a pas mal empêché beaucoup d'initiatives. Mais auparavant on a fait par exemple le mois le festival des films pour le droit humain. Les droits humains. Et ce qu'on va refaire cette année aussi, on propose plusieurs courts-métrages, longs-métrages, documentaires à visionner en cours ou personnellement. Et après, il y a un débat qui a lieu sur les différents problèmes qu'on peut faire remonter pendant le film. Bon, merci beaucoup pour toutes ces informations. Donc vous avez parlé de la venue d'intervenants au lycée. Et notamment de sujets qui vous tiennent à cœur, surtout en ce moment avec le contexte actuel. Est-ce qu'il y a des événements marquants cette année ou l'an dernier qui vous ont encouragé, ou en tout cas qui vous ont motivé à les documenter, ou en tout cas à faire de la diffusion d'informations et de documentation une priorité pour votre club? Enfin, vas-y, commence. Okay. Il y a plusieurs événements qui m'ont marqué cette année en tout cas. Par exemple, la Coupe du Monde au Qatar qui a posé énormément de soucis et aussi ce qui s'est passé en Iran. Mais aussi, surtout ce qui s'est passé en Iran avec plusieurs atteintes aux droits humains, surtout le droit de manifester, qui est un problème qui est universel, vraiment pas juste en Iran, mais qui a même touché la France. Donc ça a été important de soulever cette année. Oui, c'est vrai. Moi, si je devais un petit peu parler des événements qui m'ont marqué, je remonterais à un sujet qui paraît évident, ce serait la guerre en Ukraine. Parce que bien qu'on ne fasse qu'en parler depuis quelques mois, des gros mois, c'est un sujet qui m'a personnellement touchée parce que ça a ramené cette idée de guerre et cette idée de conflit qui nous paraît très très loin parce qu'on vit dans un pays qui est privilégié et on a cette idée de guerre comme on l'apprend de manière scolaire. Et au final, ça a rapproché cette idée qui était hyper abstraite pour moi de si en fait les conflits géopolitiques c'est vraiment quelque chose, les atteintes aux droits humains c'est quelque chose, les violences faites qu'elles soient militaires ou qu'elles soient civiles c'est quelque chose qui existe et qui n'est pas si loin de nous. Et ça a vraiment fait ça a servi comme prise de conscience pour ma part parce que je me suis dit mais au final, on vient de quitter, si je puis dire, la Seconde Guerre mondiale. On a eu plein de conflits au siècle précédent et on a l'impression de recommencer exactement la même chose, comme si c'était un cycle. Et moi, ce que je me suis dit, mais en fait, là, on a la chance de pouvoir communiquer sur ça. Ce qui n'était pas le cas pour les guerres précédentes. Là, on a la chance d'avoir ces moyens de communication qui sont forts et cet engagement auprès de personnes qui est très fort. Et c'est vertigineux à quel point on peut vraiment agir avec une simple prise de conscience ou en parlant aux gens, en les sensibilisant. Et ça, c'est quelque chose qui, pour ma part, je me suis dit, mais ça doit pas être gâché. C'est là où on est vraiment dans une sorte de bascule. C'est là où on va voir si on a vraiment évolué sur notre histoire, quoi. Et je me suis dit que l'information, ça jouait un rôle clé dans cette évolution, vraiment. Et que ce soit pour ça ou même pour des choses qui nous paraissent totalement... Acquise. Ouais, par exemple, là, moi, je pense au droit à l'avortement aux États-Unis. Pour nous, c'est quelque chose, on n'y reviendrait même pas, mais... ça nous paraissait tellement loin et finalement tout peut arriver. Et ce que ça nous dit, c'est que rien n'est acquis et il suffira d'une crise, il suffira d'une guerre ou un sentiment de déséquilibre dans notre système et dans nos sociétés pour que tout s'effondre. Et ça, c'est super important de s'en rendre compte parce que on prend pour acquis toutes nos valeurs, comme si on avait appris de notre histoire, mais au final pas tellement. Et c'est là où l'information, ça joue un rôle mais clé, je l'ai dit avant, mais si on apprend notre histoire, on a tellement plus de
moins de risques de répéter les mêmes histoires et les mêmes erreurs qu'on a fait par le passé. Et pourtant, c'est quand même ce qui arrive. Donc ça prouve à quel point... mais rien que... Là, je parle de... Pardon, je parle beaucoup, mais je parle d'information, mais c'est aussi de la sensibilisation ou même de l'engagement. Parce que sans manifestation, sans débat, sans vraiment prise de parti et prise de... prise de parti, position. De position, eh bien, on n'aurait pas d'évolution. Et tout ça, on se répéterait en boucle. Et ce serait un chaos total, je pense. Vraiment. On est voué, dans tous les cas, à être en chaos. C'est impressionnant. Bon, en tout cas, de ce que j'ai compris, s'informer pour ne pas prendre pour acquis ce qui nous a été légué par les générations antérieures, par le fruit du progrès social, par le fruit du combat pour la justice sociale. Voilà, vous nous avez parlé du droit essentiel de manifester, de manifester son opinion. Je pense que c'est vraiment la base d'une société qui fonctionne. Par rapport à ça, par rapport à l'information et l'enjeu essentiel de la connaissance dans notre société contemporaine, question assez simple et pourtant assassine. Pourquoi est-ce aussi important de nos jours d'informer les jeunes en vue du contexte? Est-ce que on doit mettre le poids de la construction du monde de demain sur les jeunes? Et dans ce cas-là, quel rôle a l'information dans cette quête? Alors déjà, Alexis, j'aimerais revenir sur le mot que tu as utilisé quand tu disais laisser aux jeunes, je me rappelle plus exactement de la construction de ta phrase, mais c'était laisser aux jeunes le poids de construire le monde de demain. Et je voudrais revenir sur ça parce que on est dans une génération où on stigmatise beaucoup de choses et où on a l'impression que nous n'avons aucun héritage et qu'en fait c'est à nous de totalement réinventer notre monde. Alors peut-être que c'est vrai sur certains points parce que on a une prise de conscience qui est beaucoup plus importante que les générations précédentes sur je pense au climat, je pense aux causes féministes, je pense à plein de différentes choses, mais construction oui et non, parce que le monde au final comme on le connaît aujourd'hui sera, c'est certain, différent de celui qu'on connaîtra demain, mais il gardera quand même une essence qu'il a maintenant, parce que c'est une évolution. On ne va pas reconstruire le monde tout simplement parce on ne pourrait pas en fait reconstruire le monde. On a trop appris de notre histoire, on a trop évolué pour pouvoir reconstruire un monde totalement vierge. Et pour revenir à l'importance de l'information, ça peut paraître un peu... je sais pas comment le dire, mais un peu espiègle de le dire comme ça, mais c'est en fait, on pourra pas dire, dans notre génération et dans les générations qui viendront, on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Et ça, c'est très important, parce qu'avant, on pouvait avoir le bénéfice du doute, on pouvait passer le mot sur des génocides entiers, je pense au génocide du Rwanda, par exemple, que la France a reconnu très très tard. Et on pouvait faire ça à l'époque. La France a financé l'armement aussi. Oui, bien sûr. C'est vrai, j'ai oublié ce détail, mais c'est vrai. Et on pouvait faire ça à l'époque, parce que l'information n'était pas aussi présente. Mais de nos jours, on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. C'est-à-dire que là, vous avez, qu'on soit jeune ou pas, que l'on soit engagé ou pas, et ça c'est très important de le souligner, c'est pas seulement les personnes engagées qui sont informées. Tout le monde est informé, et donc tous les problèmes, qui soient géopolitiques, qui soient... tous les problèmes, vraiment tous les problèmes d'éthique, etc., ils touchent tout le monde, finalement, parce que c'est à la portée de tout le monde. Et ça, c'est à double tranchant. Je ne dirais pas que ça sert tout le monde, parce que, justement, en fait, on ne pourra pas... ça nous donne une responsabilité qu'on avait le droit auparavant de délaisser. Alors que maintenant, c'est même plus une responsabilité, c'est un devoir, l'information, de nos jours. Avant, on pouvait choisir de ne pas être informé, et maintenant, c'est même plus envisageable. On est constamment rappelé de tous les problèmes qui nous entourent, et problèmes et avancées aussi, parce que bien sûr, il y a ça. L'information, c'est pas que des points négatifs, c'est aussi voir les avancées, voir les progrès, voir des pays qui évoluent et qui sortent des schémas qui soient très totalitaires ou même très anciens, très archaïques. Et donc, c'est pas que des choses négatives, mais...
Ce qui est sûr, et je maintiens mon point de vue, c'est que l'information de nos jours, elle est essentielle, mais elle est surtout presque imposée. Le mot est un peu fort parce que, bien sûr que moi, je me bats pour l'information et je souhaite que le plus de personnes possibles soient informées. Mais c'est vrai que c'est informé. Enfin, c'est imposé, pardon. Et du coup, Théa, tu voulais parler au sein d'un club ? Oui, pour nous, surtout dans le club Amnesty, c'est très important de s'engager, mais aussi de s'engager dans une association parce que ça permet d'encadrer un peu l'information qu'on reçoit. Comme Jeanne a dit, il y a énormément d'informations qui est un peu imposée, mais être dans une association, ça permet un peu d'encadrer ce qui est vrai, ce qui est faux. Ça donne un peu une sorte de structure à cet engagement qu'on a. Et c'est très bien aussi de s'engager en ligne, de reposter des différentes informations, de partager. Mais quand on s'engage auprès d'une association, on voit vraiment l'impact que ça a et sur les différents aspects de la vie, et surtout dans une organisation comme Amnesty International qui est internationale, qui a un impact sur plein de différents pays, plein de différentes initiatives, et quand on s'engage dans ces associations, on sent qu'il y a un impact, alors que quand on s'engage individuellement sur une petite échelle, exactement, on voit pas forcément cet impact. Même quand on décide de boycotter quelque chose, on sent pas forcément qu'on a un grand impact, alors que on a un grand impact, même si c'est en dehors d'une entreprise, d'une association. Mais dans une association, c'est beaucoup plus structuré, et on a une sorte de protection aussi grâce à toute cette structure, et c'est vraiment bénéficiaire, surtout quand on est des lycéens et quand on a énormément d'autres choses qui se passent dans notre vie et qu'on a un peu ce poids de le futur, en plus d'être menacé et en plus du bac, avoir cette association qui peut nous aider, nous en tout cas on trouve que c'est très important. Et c'est plus efficace même que se mobiliser à une échelle individuelle, mais à une échelle globale, mondiale. Collective. Bon, merci beaucoup pour tous ces renseignements. Maintenant, j'aimerais ouvrir la discussion autour d'une question qui nous concerne tous et toutes. Y a-t-il une désinformation aujourd'hui des jeunes sur l'enjeu de ces luttes démocratiques, de ces luttes sociales, de ces luttes politiques, de ces luttes humanitaires, selon vous ? Récemment, un prof de spécialité à moi m'a fait la remarque suivante. Mais dites-moi, chers lycéens, on vous a enlevé 3 mois de préparation pour votre bac. Le service public s'écroule, il n'y a plus d'argent pour l'éducation, pour nos hôpitaux, etc. Pourquoi le lycée n'est pas bloqué depuis 2 semaines dans ce cas-là ? Et cette déclaration de mon prof m'a laissé bouche bée. Je me suis posé la question, en fait, est-ce qu'il y a vraiment un désengagement politique des jeunes aujourd'hui ? Est-ce que ça vient peut-être d'une désinformation, d'un désengagement sur les causes humanitaires, sur les luttes humanitaires ? Donc j'aimerais justement discuter de ce sujet avec Jeanne et Théa du Club Amnesty. Je vous laisse réagir là-dessus. Qu'en dites-vous ? Déjà, je dirais que c'est facile à dire. Bien sûr, évidemment, qu'il y a des choses pour lesquelles on aimerait... moi, personnellement, toi aussi, je pense que c'est pareil. On aimerait forcément s'engager sur... rien que faire comme nos profs, quoi, de s'engager... non, attendez. Déjà, j'ai quelque chose. Je suis allée voir un peu récemment les critères des grévistes. Tout connement, parce que je me disais, mais qui a le droit de faire la grève et qui n'a pas le droit de faire la grève ? Parce que, le droit de manifester et tout, on était sur ça. Et en fait, j'ai vu que les lycéens n'ont pas le droit de faire la grève. Alors que les fonctionnaires, etc., on le sait, ils ont ce droit-là. Et je me suis dit, alors... Faire la grève, c'est un grand mot, parce qu'en soi, il y a aussi une question de salaire, etc. Mais il y a aussi, c'est très important au niveau des mobilisations, quoi. Faire la grève, c'est un symbole. Et je me suis dit, mais c'est dommage qu'on enlève ce symbole-là aux lycéens. Et alors, en fait, j'aimerais dire que la désinformation, elle est liée rien qu'à nos préparations de nos examens, rien qu'à notre temps. Mais ce serait mentir, parce que c'est pas vrai. Parce que je pense que même si on avait 0 examen, même si on n'avait rien à faire... on ne s'engagerait pas, ou du moins on s'engagerait beaucoup moins qu'avant,
Parce que je prends... quand on regarde des choses comme... Bon, alors là, je vais peut-être comparer l'incomparable, mais quand on prend mai 68, c'était des jeunes, mais de Des tout âge. étudiants, Quoi. Ouais, Mhm. des étudiants. C'était notre âge, nos générations, quoi, qui étaient dans la rue, qui ont bloqué leur bahut, qui ont... Enfin, voilà, c'était vraiment un gros mouvement de force. Et je pense que, de nos jours, ce serait impossible de retrouver un mouvement de cette envergure-là. Parce que... alors, je sais pas si c'est une désinformation qui est volontaire ou pas. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Toi. Je sais pas si les gens choisissent d'être désinformés. Je pense en partie un peu pour se protéger, parce qu'il y a tellement d'informations négatives et surtout de toutes les différentes sources. Enfin, vraiment, t'as l'impression d'allumer la télé, de lire un livre, même juste d'aller en cours et on te parle du fait que la planète est en train de mourir, que tu vas travailler jusqu'à 70 ans et t'auras pas un salaire minimum et tu seras juste là. Donc spectateur du désespoir. Oui, Voilà, c'est ça, c'est juste... c'est tellement démoralisant d'être là et de sentir que c'est... De sentir qu'il y a juste tout qui va mal et de se sentir très impuissant par rapport à ça, c'est horrible. Et je pense que les gens, du coup, se protègent un peu de ça parce que... moi j'ai plein d'amis qui ont supprimé juste tous les réseaux sociaux, pas pour être distrait des cours, mais vraiment pour arrêter de voir toute cette négativité, parce que même quand tu suis des gens qui sont des amis, ils repostent et tu vois ça et c'est juste triste. Donc je pense vraiment qu'en partie il y a des gens qui se protègent et que du coup ils sont pas informés. Et en tout cas, je pense pas personnellement qu'on doive mettre à ce point-là la responsabilité sur le contexte actuel par rapport à l'engagement des jeunes, pour la simple et bonne raison qu'on a encore en fait les outils pour s'engager, et je trouve ça vraiment certes dommage, mais en tout cas déplorable que on laisse filer nos progrès entre les doigts, quoi. Je veux dire, aujourd'hui c'est pas les moyens qui manquent en fait pour s'engager, pour manifester de l'opinion. Donc Théa tout à l'heure a parlé de la simple story Instagram qui certes paraît futile, inutile, etc., mais qui constitue déjà une forme d'engagement telle qu'elle est. Après on peut aller de la story Instagram jusqu'au syndicalisme lycéen. Je veux dire, le syndicalisme lycéen, c'est quelque chose qui a fait changer les choses, comme en mai 68, comme Jeanne l'a fait remarquer plus tôt. Je pense que on a encore les outils, mais qu'il y a une autre raison, justement, plutôt liée à la crise Covid, je pense, qui nous a fait un peu nous désemparer de nos droits, de notre devoir en fait à s'exprimer. Je pense qu'en fait pendant un temps, les gens ont été habitués à ce que des figures d'autorité, que ce soit l'État ou les guides justement, sans qu'ils puissent exprimer une opposition. Je pense que un peu marionnette. Je pense qu'il y a eu ça par rapport au contexte. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Alors moi je suis d'accord quand on parle vraiment de la crise sanitaire, mais par contre pendant le Covid, c'est là où il y a eu tout le mouvement Black Lives Matter par exemple. Et ça c'était un truc de ouf, quoi. Il y avait des jeunes qui étaient mobilisés. Bon, bien sûr c'était pas vraiment en France qu'il y avait les manifestations, etc. Mais il y avait quand même de la part des Français et de la part de tout le monde un engagement qui était sur les réseaux. Et du coup, là, il y avait pas de figure d'autorité, puisque même, bien au contraire, c'était un peu rébellion, etc., qui était justifié, à mon sens. Mais j'ai surtout l'impression que aujourd'hui, quand un mouvement prend de l'ampleur, ça devient... Je vais pas dire à la mode, parce que ce serait un peu salir le truc, mais Black Lives Matter, c'était devenu une tendance TikTok. La trend, ouais. Non, mais c'est vrai. Ouais. Et c'est triste, c'est vraiment triste, parce qu'on se dit, mais en fait, il pourrait arriver les pires atrocités, que ça en deviendrait marrant, et que les gens essaieraient de faire des vues sur ça, de faire des likes sur ça. Donc après... Bien sûr, c'est facile de relier tous les sujets, de relier l'engagement et aussi les réseaux sociaux, etc. C'est facile de faire ça, mais c'est vrai, parce que
je vais pas dire qu'on vit que par ça maintenant, mais ça a pris tellement une place importante dans nos vies, et ça nous l'a montré aussi quand il y a eu la crise du Covid, qu'on était tous là chez soi. En fait, notre seul moyen d'être connecté à l'extérieur, c'était ces réseaux sociaux, et donc on s'est appuyé dessus, et ce qui fait que au final maintenant les réseaux, c'est la seule source d'information qui va nous accompagner tout le temps, parce que t'as tout le temps ton tel sur toi, mais c'est aussi une source de désinformation immense. Genre sur les réseaux, tu peux tout noter. Ça pourrait être moi qui fais un article, s'il est totalement faux, il faut juste qu'il y ait 2-3 jeunes qui se disent ah ouais c'est vrai et tout, elle a raison, et au final ça deviendrait quelque chose. Et c'est là où aussi il y a même plus cette mesure, je trouve. C'est l'information, elle est plus aussi vérifiée, elle est plus aussi vérifiable. C'est compliqué de trouver la juste nuance entre le vrai et le subjectif, parce que moi je vais pouvoir écrire un article sur une cause qui me tient à cœur et donner mon avis, mais au final toi Alexis peut-être que t'écriras pas le même article et toi t'es pareil, donc lequel des trois va être vrai au final? C'est ça le truc, c'est compliqué. Et donc je comprends que quand t'es jeune, tu sais pas quoi faire, tu sais pas vers où aller, et du coup tu choisis des trucs. Pardon, du coup je reprends juste, Théa a parlé tout à l'heure de notre responsable antenne jeune qui s'appelle Bruno, et lui-même il nous disait que les jeunes aujourd'hui sont beaucoup plus radicaux que les jeunes d'avant. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment avoir des points de vue radicaux sur la peine de mort, sur l'avortement, parce que dans dans ceux qui votent pour la peine de mort et qui sont pour, on retrouve une grande majorité de jeunes. Et on pourrait se dire, mais c'est totalement paradoxal, parce que on est jeunes, on évolue. Mais au final, non, pas du tout, parce que les jeunes, ils vont se réfugier vers ça, et on se réfugie vers ça. Et il n'y a pas de... Je suis pas en train de dire que les prises de vue radicales, c'est les mauvaises, bien sûr que non, mais que nuancer son propos, c'est hyper important. Et c'est ce qu'on fait de moins en moins. Et par rapport à ça, sur les réseaux sociaux, justement, donc tu as parlé du fait que la vérité sera jamais, mis en avant, absolu, tout ça. Et en tout cas, l'algorithme de nombreux réseaux, que ce soit TikTok, YouTube, etc., Instagram, mettra toujours en avant des sujets polémiques. Mais le polémique, ça relève de l'opinion, et l'opinion, c'est chacun son opinion. Donc déjà, il y a ça par rapport à la désinformation. Ensuite, l'information telle qu'elle est sera par l'effet du réseau social, de la consommation rapide, du contenu court, etc., simplifié à l'extrême, jusqu'à que ça devienne une chose factuelle assez futile, et qu'on ne soit plus amené en fait à réfléchir dessus. Je veux dire, en un TikTok, on ne se fait pas un avis sur un sujet, quoi. On ne se fait pas une opinion, et ça je pense que c'est très dur pour nous à imprimer, quoi, aujourd'hui. Mais je suis d'accord, je trouve que je sais pas trop quoi rajouter, mais je pense que oui, les jeunes se réfugient énormément vers des idées beaucoup plus radicales, parce que c'est stable en même temps, c'est quelque chose qui est là depuis... Ça donne une protection, quoi. Oui, voilà, l'anti-avortement, la peine de mort, c'est quelque chose qui existe depuis des milliers d'années, donc c'est quelque chose qui est stable, c'est quelque chose qui est... En soi, il y a beaucoup d'informations dessus, sur comment en parler, donc c'est quelque chose... Alors qu'il y a tellement d'informations nouveaux, et pour nuancer ses propos, il faut vraiment lire tout ça. Et ça prend du temps, ça prend beaucoup d'énergie, ça prend beaucoup de place dans sa tête, si vous voyez ce que je veux dire. Vraiment que c'est comme quand tu as une conversation avec quelqu'un, même quand c'est quelque chose de constructif, ça prend énormément de place et d'énergie dans ta journée. Et je pense que ça aussi, ça joue. C'est le choix de la simplicité, quoi. C'est ça que j'allais dire, justement. on va vers la simplicité. Et en fait, cette simplicité, elle mène à quoi ? Récemment, il y a un rapport d'État qui est sorti sur l'état du sexisme en France. Et les chiffres montrent que les plus jeunes d'entre nous, donc les jeunes adultes surtout, parmi les populations de jeunes adultes, il y a une recrudescence des idées de sexisme, donc voilà, du sexisme banalisé, quoi, justement. Et je pense que ça va être en partie dû à la mésinformation sur les réseaux, quoi. Bien sûr, et puis surtout que sur les réseaux, on va chercher ce qui choque le plus et ce qui fait rire le plus. Et ce qui fait rire le plus, c'est ce qui dérange, parce que du coup, tu vas te retrouver dans une communauté que ça fait rire, et voilà, et
Et tu te renfermes dans des trucs. Au final, je pense que quand on a le nez dedans, on s'en rend pas compte, mais quand on prend du recul, sur les réseaux sociaux, il y a un sexisme banalisé de ouf. De ouf. Mais même venant des femmes, hein, c'est triste à dire, mais c'est même un sexisme qui est intégré, c'est une misogynie intégrée. Et c'est triste à voir, c'est triste à dire, et c'est triste surtout qu'on s'en rende pas compte. Et moi, je dis ça comme si j'avais un recul de malade, et comme si j'avais 35 ans, et que je savais tout, mais pas du tout. Et je sais très bien que je suis aveugle sur certaines choses, mais ça, en tout cas, c'est un truc que j'ai vraiment remarqué, et je trouve ça triste. Et rien que le fait qu'on aille vers les trucs les plus choquants, alors qu'en vrai on voit des choses choquantes. Il y a des vidéos qui tournent sur Twitter qui sont choquantes et qui devraient même pas avoir leur place sur les réseaux, sauf que ça fait des vues, sauf que machin, enfin... Est-ce que je peux parler de porno? Si tu veux. Okay. Non mais moi je voulais juste parler de... Parce qu'on sait que... la pornographie, ça a beaucoup fait évoluer notre génération avec la montée des vidéos, etc. Et rien qu'au sein même de cette branche d'Internet, il y a un sexisme de malade et qui donne aux jeunes filles, aux jeunes garçons, une sorte de schéma des relations intimes ou même des relations hommes-femmes ou homosexuelles ou enfin n'importe, qui est hyper banalisé. Alors qu'en vrai... il y a des gars, ils vont jamais avoir de discussion avec une fille, mais ils vont penser que ça se passe comme ça, parce que c'est ce qu'on leur montre, et on peut pas leur en vouloir. Hein. Oui, voilà. C'est parce que c'est tellement accessible aussi. Comme c'est ce qui est le plus accessible, et c'est comme ce qu'on a dit tout à l'heure, que tellement c'est simple d'accéder à ces types d'informations, c'est ce qu'on croit le plus souvent, alors que c'est pas forcément vrai. Donc il faut vraiment faire les recherches pour retrouver. C'est ça. Et par rapport à ça, je pense que l'éducation qui nous enseigne en fait à l'esprit critique, etc., devrait au même titre que l'éducation sexuelle, par exemple, nous prémunir de certaines idées ou de certaines régressions par rapport à des thèmes comme le féminisme ou le rapport homme-femme, rien que ça, ou même je pense que voilà, l'éducation en général, et c'est pour ça que je déplore justement la baisse de budget de l'éducation nationale, c'est que l'éducation, surtout en temps de crise démocratique, et ça on le sait pertinemment que la démocratie c'est pas une chose acquise, encore une fois, il faut investir dans l'éducation à tous les niveaux, tous les âges, et faire de la réflexion, de l'esprit critique, une chose essentielle de notre société. C'est ça, et c'est important qu'on s'éduque entre nous finalement, parce que si on ne s'aide pas sur ça, maintenant de nos jours il y a tellement de sujets à recouvrir, il y a tellement de choses à savoir, il y a tellement de choses à connaître, il y a tellement de différentes causes, etc., que si on ne s'aide pas entre nous, et c'est rien que, là je vais revenir sur Amnesty International, et sur l'antenne jeune, son but c'est ça, c'est de dire aux jeunes, on va vous donner la possibilité de, pas forcément vous engager, même de vous informer, de vous dire, ok, je prends le risque, je prends l'effort d'aller peut-être remettre en question mes idées que j'ai, et d'aller peut-être les challenger, genre je vais aller voir un peu ce que c'est, je vais aller m'informer, et peut-être que je serai pas d'accord avec certaines idées, peut-être que non, ça je trouve que c'est abusé, parce que moi je pense ça, parce que j'ai reçu telle éducation, parce que j'ai été élevée dans tel milieu, et ça c'est des choses qui arrivent, on sait pertinemment qu'on ne pourra jamais avoir tout le monde d'accord, et heureusement, sinon on aurait une société de pantins, et c'est extrêmement important de diversifier ses propos et de parler avec les gens, de rencontrer des gens, et que vous les pensiez bêtes ou intelligents ou fermés d'esprit, on ne pense pas quelque chose pour rien. C'est forcément que ça a été inclus en nous, et c'est super important de remettre en question en fait. C'est de douter en fait, faut douter de nos opinions, faut douter de tout. Et jusqu'à être sûr vraiment de leur valeur, et de se dire ok c'est bon, je suis sûre de ça parce que parce que Et même dans notre groupe, dans le club Amnesty, après le Amnesty objectivement ne suit aucune affiliation politique, aucune affiliation économique, aucun don est accepté de parti politique, de pays, c'est juste pas accepté, c'est vraiment pour rester 100% neutre. Mais au sein du club, on a énormément de différentes opinions, même sur différents aspects des droits humains. Et quand c'est en discutant qu'on s'informe. Donc,
oui, il y a aussi tous les postes qu'on fait, tous les différentes personnes qu'on fait intervenir dans le lycée, mais c'est surtout là où on apprend le plus, c'est quand on discute entre nous sur ces différents... je pense à la peine de mort, qu'on a la discussion sur la peine de mort, même si il y a des nuances dans la peine de mort, il y a beaucoup de gens qui sont pas trop sûrs de leur opinion dessus. Vraiment avoir ces discussions, ça a permis énormément de choses. Donc vraiment parler aux personnes, c'est important et on le fait pas du tout assez. On évite des sujets parce que c'est tellement tabou qu'on n'ose pas vexer des personnes d'en parler, mais c'est des choses qui sont importantes, même si on a une opinion qui n'est pas forcément banale, qui n'est pas ouverte à tout le monde. En tout cas, le club doit servir à ça, je pense. En tout cas, la vie associative fait vivre ça autant qu'elle fait vivre la culture. Voilà. Donc, je pense que... Ouais, c'est un beau résumé n'empêche de ça, mais c'est vrai. Après, bien sûr, c'est difficile quand on est au sein d'un club, surtout quand il n'y a pas d'adultes et il n'y a pas de sorte d'autorité, parce que même si là, avec Théa, on se dit responsable du club, quand on est dans le club, tout le monde est amené à donner son avis. Notre opinion ne vaut pas plus cher que l'opinion d'un membre du club. Et c'est parfois compliqué parce que quand on n'est pas d'accord, parfois on se brusque, parfois... non mais c'est vrai, on dirait que c'est des trucs tout cons comme ça, mais en soi, ça veut dire tellement. On n'est pas habitué à se remettre en question. On se dit que si on a un avis, c'est pour la vie, mais c'est faux. C'est totalement faux. On a le droit... Ouais, et puis là, même, j'ai le droit de penser à un truc, étant dans 2 ans, je vais plus le penser, parce que je me serais dit, mais non, en fait, non. Et puis, il peut se passer tellement de choses. Mais ce qui est important, c'est pas de se fermer comme ça. C'est quand on se ferme, au final, on se perd. On se retrouve plus et on peut plus retrouver ses vraies opinions. Et même parfois je me suis dit, moi avant de m'engager à Amnesty, j'étais pas spécialement engagée, mais parfois je me disais, mais au final, je me dis que ça c'est pas bien, mais pourquoi c'est pas bien au final ? Parce que je l'ai appris comme ça, parce que peut-être que ma mère m'a dit que c'était pas bien, mais pourquoi ? Enfin, tu vois, genre j'avais pas d'exemple concret, j'avais pas de vraie conviction. Et Amnesty, moi, ça m'a permis à ça, ça m'a réellement permis à ça, à trouver des convictions, à trouver quelque chose pour soutenir mes opinions et me dire, ok, je sais où je vais, je sais ce que je crois, et il y aura forcément des gens qui seront pas d'accord, et même moi, parfois, je serai pas d'accord avec moi-même, parce que voilà, tu peux pas tout le temps être stable. Tu peux pas tout savoir. Et tu peux pas être constant, ouais, c'est ça. Et du coup, au final, t'es là et t'en apprends un peu plus sur toi, t'en apprends un peu plus sur tout le monde, sur le monde qui t'entoure, et t'es gagnant. Même si ça te prend du temps, même si c'est dur, t'es gagnant. Ouais. Bon, je pense que la sonnerie, la sonnerie est parfaite. En tout cas, merci à vous pour ce débat, pour cet épisode. Je pense que le message est clair. Tous les lycéens de ce lycée, qu'ils soient dans des classes, dans des sections générales, dans des sections OIB, BIBAC, tout le monde doit s'investir, que ce soit en classe de seconde ou en classe de terminale. La vie associative doit être fréquentée, doit être animée. Donc on a vu que l'intérêt de la vie associative, c'était avant tout de se construire en tant qu'être citoyen, qui est capable de se faire une opinion sur les choses, une opinion raisonnée pour le coup, qui est capable de réfléchir de lui-même, de ne pas prendre pour acquis ce qui est en rétrospective le fruit de plusieurs dizaines d'années de travail, de lutte sociale. L'épisode touche à sa fin. Je vous remercie pour vos écoutes. Encore une fois, investissez-vous dans ces clubs. Faites vivre la vie associative du lycée. Et je vous laisse. On se retrouve au prochain épisode dans quelques temps.